je connais une ou deux personnes, pourquoi? Parce que je cherche du boulot, alors si jamais vous avez une piste. Attends, c'est ça que tu me proposes de faire? Votre mari, il sait ce que vous faites. Un extrait de la bande-annonce de l'Instant Infini de Douglas Beer avec Jennifer Riway, Damien Dorsa, Mathieu Chardet, Maria Métral. Un film au budget ultra low cost pour un effet maximum garanti. Le plaisir du spectateur passe ici par une histoire resserrée, un scénario solide dont l'action se déroule quasiment en huis clos. Cette histoire repose sur un couple, deux personnages principaux, tellement bien creusés que dès les premières scènes, on ne peut faire autrement que de les accompagner pour savoir par quelle épreuve ils sont passés et surtout comment ils parviendront ou pas à la surmonter. Pour être plus explicite, Marie et Léonard, un couple de Parisiens, ont tout plaqué pour s'installer en France voisine et repartir de zéro. Léonard s'est donné 15 jours pour trouver du boulot dans la finance à Genève. 15 jours, pas un de plus. Le problème, c'est qu'ils ont craqué le gros de leurs économies dans la location d'une fermette en France voisine, que leur bagnole est tombée en rade et que Marie semble visiblement atteinte psychologiquement parlant. Assez vite, on découvre que le couple a été frappé de plein fouet par le décès accidentel de leur petite fille. Un trauma impossible à surmonter. Marie aurait pu tomber dans l'alcool ou la drogue. Elle a opté pour une autre addiction, la masturbation. Une recherche de jouissance, une envie de renouer avec le plaisir plutôt qu'une volonté de s'autodétruire. Néanmoins, et parce que l'argent devient la priorité, Léonard lui propose de s'adonner à cette activité devant une webcam sur un site de camgirl. Curieuse réaction de la part de ce mari dont on sent bien qu'il tient sa femme pour responsable de ce décès, une manière de la punir en quelque sorte. Marie accepte cette sentence. Un jour, alors qu'elle est seule à la maison, elle déterre dans le jardin, par hasard, le secret du propriétaire des lieux et le filme d'emprunter un nouveau virage, de lorgner dès lors sur l'intrigue policière sans que jamais la police n'intervienne. L'Instant Infini, un film réalisé au forceps, loin des financements classiques. Le Genevois Douglas Beer ayant été contraint d'hypothéquer sa propre maison pour obtenir le minimum d'argent requis pour concrétiser ce besoin viscéral de faire ce film, ce premier long métrage. Alors oui, bien sûr que le manque d'argent se remarque d'emblée. On sent bien que, par exemple, certains éclairages sur certaines scènes d'intérieur, notamment, sont parfois limités. Mais qu'importe, puisque l'essentiel est là, la sincérité. Et ça n'a pas de prix. Le film transpire de cette sincérité. On sent que chacun, équipe technique comme artistique, s'est dépassé pour que ce sujet pas facile, limite tabou au cinéma, le deuil impossible d'un enfant, prenne corps sur grand écran. La semaine dernière, Jennifer Riway et le réalisateur Douglas Beer sont venus faire un saut à la Sala dans nos studios, l'occasion d'une conversation croisée qui a débuté fort logiquement sur cette question de l'argent, ou plutôt du manque de pognon qui finalement aurait presque pu s'avérer être un atout pour ce film. Réaction du réalisateur Douglas Beer. C'est tout l'aspect un peu positif de cette histoire finalement. Le manque de moyens m'a donné une énergie, une envie de donner le plus possible avec les moyens, le peu de moyens que j'avais. Parfait dès le début parce que j'ai pu disposer très vite d'argent. Souvent, le problème qu'on rencontre quand on fait un film, c'est que faire des demandes d'argent, ça prend beaucoup de temps, il faut attendre. Alors, il a mis du temps à se finir, mais il a commencé très vite. Et pour moi, ça, c'était vraiment formidable parce que dès l'instant où j'ai fini le scénario, que j'écris assez rapidement, pour une fois, ça me prend toujours entre 1 année et demie et 2 ans d'écriture. Là, en 6 mois, je l'ai écrit. Et ça m'a permis, en ayant l'argent dans la banque, de me dire, voilà, je vais finir ce scénario maintenant, comme ça, je vais pouvoir l'envoyer tout de suite et commencer à tourner. Alors, je savais que je pourrais tourner. Je n'étais pas encore tout à fait sûr de pouvoir finir le film, mais au moins d'avoir cette première étape très vite. Et c'est ce manque de moyens, finalement, qui a fait que voilà, j'ai pu me permettre d'aller beaucoup plus vite qu'on le ferait en attendant voilà, que des réponses arrivent. Là, je n'ai pas d'attente du tout. C'est parti tout de suite. Mais même en termes d'écriture d'histoire, je veux dire, il n'y a pas de gras, quoi. Non, c'est vrai, on est obligé de phosphorer un maximum pour se dire, je dois avoir des personnages les plus forts possibles. Donc, on doit vraiment se creuser la cervelle pour avoir des personnages très forts avec un parcours. On doit se recentrer dans une unité de lieu quelque part. Là aussi, c'est compliqué à écrire ce genre d'histoire-là, mais c'est plus compliqué, oui, parce que le film précédent, qui est un film anglais, que je voulais faire avec le même moyen, j'avais fait un casting, tout était prêt. Et là, c'est le nombre de décors qui fait que j'aurais jamais pu... Je me suis dit, je ne pourrais jamais finir le film en 18 jours. C'est le temps que ça a pris pour tourner ce film-là. Donc, j'ai utilisé un des décors qui appartenait au film anglais. C'est celui de la ferme, qu'on voit, qui est dans ce film-ci. Et finalement, ces contraintes, de nouveau, m'ont aidé d'une certaine façon.
plus vous avez de contraintes, plus vous avez moins de choix possibles. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc finalement, c'est aussi que du positif, quoi. Ouais. Si vous aviez eu un budget démesuré, vous n'auriez pas eu Julien Ray au montage. Je précise pour les auditeurs que c'est quelqu'un qui bosse avec Luc Besson, qui a fait le montage de Lucie, entre autres, et qui lui avait envie de travailler sur un tournage ultra low cost. Exactement. Ça, c'était son premier argument. Je sais pas s'il a vraiment aimé le scénario ou pas, il m'a jamais dit. Ouais. Parce qu'il l'a même pas lu, en fait. Ouais. Il le lisait en montant le film. Ouais. Mais il a vu les images, il avait quand même été un peu impressionné. Et bon, il a quand même accepté. Mais c'était l'idée, je crois, de travailler sur un film ultra low cost, en même temps qu'il travaillait sur un des films les plus chers de l'histoire du cinéma européen, donc Valérian. Alors, on a dû attendre un tout petit peu qu'il se libère. Donc, il avait une fenêtre pendant. Voilà, au moment où j'ai pris contact avec lui, il m'a dit: je peux commencer, je suis pas sûr de finir maintenant. Au pire, tu changes de monteur. Au pire, tu attends. Alors, j'ai attendu. Ouais. J'ai bien fait d'attendre. Je suis très content de ce montage. Mais je pense qu'il pouvait laisser exprimer sa créativité. Je pense plus que sur un gros truc, quoi, à mon avis. Sûrement. C'est peut-être aussi ce qu'il a décidé. Parce que lui-même, il fait du cinéma. Et il travaille. Il est incroyable. Il est musicien. Il est compositeur. Donc, il fait ses propres films. Il travaillait au même moment sur un truc encore plus low cost que le mien, donc sans un sou. Vraiment pas d'argent du tout. Et il faisait des effets. Lui, ce qu'il adore, c'est les effets spéciaux. Il m'a montré son film. C'était impressionnant ce qu'il arrive à faire avec rien, quoi. Et là, je crois que c'était ça, son argument principal, c'est de dire voilà, comment faire le mieux possible avec ce film où il n'y a rien. Très peu de moyens aussi, quoi. Un peu plus que le sien, mais quand même très peu. Comment a germé cette histoire dans votre tête? Comme j'avais cette contrainte du lieu, du nombre de décors, en me disant, je me limitais à un décor, qu'est-ce qui peut se passer de plus fort dans un seul décor? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut arriver de plus grave à quelqu'un? Et je pense que la chose la plus terrible qu'un humain peut vivre, c'est la perte d'un enfant. Et la seconde chose, qui est encore plus terrible, c'est de se sentir responsable de la mort de cet enfant. Ça, c'est encore plus affreux. Il y avait aussi des expériences personnelles que j'ai vécues. S'il est question de mort dans cette histoire, mais de vie, hein, c'est un contraste entre vie et mort tout le temps. C'est pour ça que on parlera peut-être tout à l'heure d'autres questions. Mais la présence de la mort, oui, ça me paraissait important dans ce contexte. Voilà, avec de nouveau peu de moyens, c'est venu de là, du peu de moyens finalement. Mais c'est vrai que c'est une thématique qui est très peu évoquée au cinéma, la perte d'un enfant. Et je sais pas pourquoi, il y a comme qui dire presque un petit tabou. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, je touche à 2 ou 3 tabous. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce que je suis, parce qu'on va parler aussi ensuite d'une certaine addiction du personnage principal, interprété par vous, Jennifer. Qu'est-ce qui justement vous a séduit, vous a titillé dans la proposition de ce personnage-là? Vous êtes Marie dans le film. Oui, je pense que c'est pour une jeune comédienne en expérience que moi j'étais. J'avais jamais eu un premier rôle comme ça au cinéma. C'était un vrai défi de jouer ce personnage. Surtout que moi j'ai jamais vécu ce qu'elle a vécu. Donc il y avait vraiment un vrai défi de comédienne pour réussir à interpréter au plus juste cette tragédie. Parce qu'on peut pas faire ça à moitié, quoi. C'est un sujet trop fort pour le... Si j'acceptais ce rôle, ça veut dire que je me plongeais... complètement dedans. Et en fait, je crois que j'avais envie de ça, quoi. J'avais envie d'une immersion totale dans un personnage, et c'est ce qui a permis le tournage d'ailleurs, parce que on dormait, enfin moi je dormais sur le lieu sur le décor. Ouais. Donc en fait, je sortais jamais à part quelques jours, je crois que j'ai dormi à Genève, mais sinon je sortais jamais du décor, que ce soit pendant les heures de tournage ou en dehors. C'est une manière vraiment de vous immerger. Ah ouais, ouais. Vous étiez... Et on a répété en plus 15 jours avant. Hein, oui, on a répété. Ouais. 15 jours avant dans le décor aussi. Donc c'était vraiment 5 semaines, je crois, 5 semaines dans la maison, à vivre avec ce personnage tout le temps. Ouais. Et c'était génial. Mais quand vous le découvrez, le personnage, que vous lisez un scénario, j'imagine, premières idées qui vous viennent dans la tête, vous vous projetez tout de suite, il faut faire un petit travail quand même? Ouais, il faut faire un petit travail, parce que quand j'ai lu le scénario la première fois, je l'ai surtout reposé en me disant je vais pas jouer ce personnage, parce que je me suis dit c'est trop ambitieux pour moi, et puis c'est un peu délicat quand même. Il y a des scènes où je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça comme premier long métrage? C'était un vrai choix. Fallait vraiment, c'était une vraie question à se poser. Est-ce que je commence par ça ou pas? Parce qu'après on sait qu'on peut vite être catalogué, donc je savais pas si j'étais audacieuse ou pas à ce point-là, quoi. Et puis en fait, j'en ai beaucoup parlé avec Douglas, j'en ai discuté avec mon agent, avec mes amis, avec moi-même, et voilà, je me suis dit qu'en fait j'avais vraiment envie d'interpréter ce personnage. Je trouvais l'histoire très jolie et vraiment intéressante, et puis rare effectivement. C'est pas une thématique forcément souvent abordée,
Et puis voilà un premier rôle de femme, un beau premier rôle de femme voilà, que j'avais envie d'interpréter. C'est vraiment le grand écart entre l'âge d'or qui a précédé oui. un court-métrage qui était une comédie et d'un seul coup aller dans cette direction-là. En période de tournage, j'ai tourné l'âge d'or après. Ah d'accord. Ouais, juste après, peu de temps après. Et en fait, ça m'a fait du bien justement. Oui, c'est ce que j'allais dire du coup. Parce que c'est une comédie, c'est très léger. C'est vraiment une comédie populaire dans le bon sens du terme, très légère. Et du coup, ça m'a fait du bien aussi parce que c'est dur effectivement après le tournage de L'Instant Infini. Comment on en sort justement ? Est-ce qu'on en ressort facilement d'un personnage comme ça ? Oui, franchement, c'est un métier, donc on apprend quand même à quitter son personnage assez vite parce que sinon ça devient invivable en fait si l'ombre du personnage continue de planer sur nous. Donc j'en suis sortie assez vite, mais par contre c'est vrai que j'avais pas envie de rejouer un rôle de ce genre-là juste après. Je me suis dit non, là je pourrais pas me replonger dans quelque chose d'aussi lourd et il me faut un personnage plus léger, ou en tout cas plus léger ou une toute autre thématique, pas forcément plus léger mais autre chose quoi. J'aurais pas pu. J'avais besoin de souffler quand même. Ouais, j'imagine. Sur le Brésil de couleur 3, on prend le temps de s'intéresser et surtout de mettre à la lumière de cette émission un film suisse du genevois Douglas Beer. Un film dans la marge, comme on dit, qui ne bénéficie pas forcément d'un large soutien de la part des médias, mais qui pourtant mérite votre attention. Il est visible dans le circuit indépendant. Il s'agit de L'Instant Infini. Pour le coup, le challenge ici, en tout cas l'un des défis, était de trouver la comédienne idéale pour incarner cette femme en crise, Marie, incapable, comme son mari, de faire le deuil de leur petite fille. Une femme bouffée par la culpabilité et qui va se réfugier dans une addiction, la masturbation à outrance pour combler ce vide. Attention, L'Instant Infini n'est pas non plus un film de boule. Non, je le précise pour les reluqueurs et les reluqueuses qui s'imagineraient aller voir au cinéma je ne sais quoi. En fait, ce personnage choisit la jouissance comme elle aurait pu choisir la drogue ou l'alcool, mais d'un point de vue scénaristique, ça ouvrait tout de même bien d'autres pistes nettement plus passionnantes à explorer. Pour incarner Marie, Douglas Beer s'en est remis à Jennifer Rewey. Il a croisé son chemin et a tout de suite senti que c'était elle, Marie, lors des castings. Lui qui a réalisé quelques courts-métrages avant L'Instant Infini, avoue avoir commis des erreurs de par le passé. Et comme on apprend de ses erreurs, il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de se planter sur ce coup-là. Douglas Beer. Maintenant, je suis très prudent, donc je fais vraiment très attention d'avoir les meilleurs acteurs possibles pour ce rôle, en sachant que celui-là, il serait vraiment particulièrement difficile. C'est pour ça que je suis tellement reconnaissant à Jennifer d'avoir accepté et d'avoir pu jouer tout ce qu'on demande à quelqu'un dans un film comme celui-là, où on va vraiment très, très à fond, très profondément dans les émotions, je crois. Et donc c'était vraiment une grande chance de tomber sur Jennifer, parce qu'il restait quelques candidats, mais pas beaucoup. Et ce qui m'a décidé, c'était au moment du test, parce que je fais toujours des tests avec les acteurs. Jennifer a fait une improvisation qui était extrêmement touchante. C'était une impro autour de quoi ? C'est une fausse impro, parce qu'en fait, j'avais demandé 4 choses aux acteurs. 2 concernaient les textes, donc c'était des scènes tirées du texte, du scénario. Une était une improvisation sur un orgasme simulé. Enfin, je dis improvisation, c'est des fausses improvisations parce que en fait, j'avais prévenu les acteurs des sujets qu'on allait faire. Donc ils n'avaient pas à improviser, ils auraient pu travailler leur truc avant de venir pour le test. Et la 4e chose, qui était pour moi une chose très importante, c'est une improvisation, une fausse improvisation, sur un téléphone que l'acteur reçoit, qui annonce, lors d'une mauvaise connexion, que leur enfant est mort, ou peut-être survivant, enfin on ne sait pas, dans un accident de voiture. Alors, comme la communication est mauvaise, l'acteur ne sait pas si l'enfant est encore vivant ou pas. Donc, comment vivre cet événement-là. Donc les émotions peuvent... Là, on fait appel à des émotions tout de suite. Il y a pas un simple coup de fil fait que ça peut être terrible. Avec l'avantage, c'est qu'on est tout seul. Donc, j'ai pas besoin de 2 acteurs pour faire ça. Donc chacun travaille ses propres émotions. Et puis il y a certaines actrices qui ont refusé de faire ça. Elles étaient partantes pour faire l'orgasme simulé, mais pas ça. Donc je dis bon, tant pis, merci, mais tant pis. Et puis, Jennifer, elle a refusé de faire l'orgasme simulé, mais ça me convenait très bien. Parce qu'elle a fait une impro sur le téléphone qui était vraiment impressionnante. Donc ça, là, j'ai su que c'était elle.
Vous étiez préparé vraiment pour le casting en amont? Ou vous arrivez un peu Pas comme vraiment. ça? Non, j'étais pas préparée. Et j'étais ravie qu'il y ait une impro. Et en fait, c'est vraiment très bien tombé parce que j'étais en voyage très loin en Indonésie à ce moment-là, au moment où j'ai reçu la proposition de casting. Ouais, donc déjà j'ai mis du temps à regarder mes mails, j'ai pas vu tout de suite. Enfin, la communication du coup était plus espacée parce que je captais pas tout le temps. Enfin, j'étais en voyage quoi. Ouais. Et quand je me suis dit ouais d'accord, j'ai envie de passer cette audition, j'ai commencé à apprendre le texte. Mais c'était je crois 2 ou 3 jours avant l'audition à peine. Elle savait pas son texte. Et j'étais entre la plage et le travail. Et puis j'avais accordé un peu plus de temps à la plage du coup. Et donc j'ai beaucoup bossé dans l'avion, mais bon, 24 heures avant quoi. Donc je me suis dit, je mise tout sur l'impro. Je mise tout sur cette impro, on va voir si ça passe ou pas. Et puis on va coup de chance. C'était le plus important, parce que pour le texte, je laisse une certaine liberté à l'acteur de l'interpréter. Mais il faut qu'il se l'approprie quoi. Voilà, ce qui est important, c'est le contexte. Pouvoir, puis il y a des choses que tu as improvisées d'ailleurs. Oui, du coup je connaissais pas. Ouais. Mais sur le tournage aussi, pas improvisé, où tu amenais des choses toi-même qui étaient vraiment bien. Et maintenant, alors avant quand j'étais sur les courts-métrages que j'ai fait aussi des erreurs quoi. Pour moi c'était à la virgule près, il fallait vraiment respecter le texte. Et là heureusement que je laisse les acteurs et puis les techniciens aussi. Il y avait Greg Peda qui était le chef opérateur. Ouais. Qui a amené des choses incroyables. Un grand chef opérateur. Ça va ? J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de ces voyages en bus qui prennent des plans. Mais qu'est-ce qu'on fout ici, hein ? Au cœur même du film, le deuil impossible d'un enfant, c'est effectivement un thème hyper puissant. C'est d'autant plus puissant qu'ici que l'enfant est mort à la suite d'un accident et pas d'une maladie. Est-ce que vous pensez qu'un couple peut se remettre de ça, du deuil de son enfant? Je ne vais pas dévoiler la fin de l'histoire, mais au fond, disons, alors moi je me suis remis de 2 deuils dans ma vie, enfin il y a eu plusieurs deuils dans ma famille, et peut-être ce genre de film m'aide à exorciser des choses. Et avoir des côtés positifs de certains événements tragiques qui arrivent dans la vie de beaucoup de gens. Je découvre chez des voisins qui me racontent tout à coup des histoires vraiment terribles qu'ils ont vécues, alors que je les croise depuis des années. Tout à coup, ils me disent une chose auquel je n'imaginais pas. Donc les drames, je pense que tout le monde peut les vivre. Alors c'est vrai, comment les surmonter ? Et moi, j'ai la chance de pouvoir d'écrire des scénarios qui m'aident à surmonter. Et sûrement que ce film sert un peu d'exutoire aussi. Bon, moi, je suis jamais passé par là, mais je me disais qu'effectivement, ma première réaction pour surmonter, ce serait de trouver une addiction. On pense immédiatement au cacheton, éventuellement l'alcool, la drogue. Là, il s'agit de la masturbation. Et je dirais plus que la masturbation, c'est la recherche de jouissance. Pourquoi vous avez pris cette option-là, justement ? Ça, c'est une question que m'ont posé beaucoup d'actrices qui aimaient beaucoup le scénario. Mais certaines étaient vraiment réticentes à ces scènes-là. Et puis, elles me disaient, je leur disais, mais quoi à la place ? Ou elles me disaient, pourquoi pas l'automutilation, par exemple. Et je leur disais, mais c'est une discussion qu'on a eue aussi avec Jennifer. Pour moi, la jouissance, c'est du côté de la vie. Tandis que tout le reste, les addictions habituelles qu'on a, l'alcool, les médicaments, l'automutilation, c'est plutôt du côté de la mort. Cette histoire est déjà assez tragique comme ça. Je voulais justement qu'il y ait un contraste entre vie et mort, d'où à un certain moment un maquillage que porte le personnage. Et puis il y a toujours la présence de la mort, on découvre un cadavre quelque part, c'est une histoire policière de cette histoire. Donc la mort d'un côté, mais la vie de l'autre. Il fallait qu'il y ait un équilibre. Sinon c'était trop tragique. Parce que c'est déjà tellement tragique de raconter, de dire, voilà, quelqu'un a perdu un enfant, waouh, c'est vraiment triste, quoi. Donc d'avoir un côté vie, positif, d'avoir un côté avec un peu d'humour. Il y a un petit peu d'humour, j'espère, dans cette histoire. Sinon, ce serait trop mortel. Donc il faut qu'on rie, il faut qu'on pleure. Pour moi, les émotions, c'est ça que je cherche à faire vivre aux spectateurs. Moi, quand je vais au cinéma, j'ai envie de vivre des émotions. Mais voilà, au moins donner quelque chose. Et comme là, avec le peu de moyens, je souhaitais transmettre le plus d'émotions possible avec le peu de moyens que j'avais. Et si je réussis à faire un peu rire et un peu pleurer, voilà, pour moi, c'est gagné. Si elle avait peut-être choisi la drogue ou autre chose, c'est de l'autodestruction, c'est un moyen de mettre fin à sa vie. Or, je pense pas qu'on puisse s'autodétruire en se masturbant. Non, pas vraiment. C'est pour ça qu'elle ne peut pas s'autodétruire. C'est pas possible. Elle ne peut pas. Moi, c'est ça que j'ai trouvé joli, c'est cette espèce
de bataille intérieure qu'elle vivait entre l'envie de crever parce que la douleur est trop forte et que la culpabilité est trop forte aussi pour continuer à vivre, et en même temps cette espèce de désir de vivre, quoi, d'avoir envie de vivre et qui est plus fort qu'elle. Et comment on gère ça, quoi, comment on gère à la fois l'envie de mourir et l'envie de vivre intensément, et je trouvais cette bataille intéressante. Oui, et puis on sent aussi que elle a cette culpabilité en elle, et son mari, il n'est pas là non plus pour lui tendre la main, quoi. Non, vraiment pas. Sans trop en dévoiler, lui propose quand même de, quitte à se masturber tous les jours et autant de fois par jour, de se mettre devant une webcam. Je me projetais dans votre personnage, mais si j'étais dans votre cas, dans le cas du personnage, je pense que ce mari-là, je me barre tout de suite, quoi. Je sais pas. Ouais, si, mais c'est intéressant parce que du coup, lui, il vit ce deuil-là avec beaucoup de colère. Il tient sa femme, bien qu'il dise le contraire, pour responsable. Enfin, on sent il a beaucoup de colère envers elle, et du coup, je pense qu'elle, elle a tellement de culpabilité, et en fait, elle se sent responsable, donc elle le laisse la punir, quoi. Il veut la punir et elle se laisse faire, parce que je pense qu'à ce moment-là, elle se dit qu'il a raison de faire ça. Qu'en fait, elle mérite pas mieux quelque part. Elle a peur de le perdre lui aussi. Ouais. Elle l'a perdu. On a l'impression qu'il se raccroche un peu pour des raisons financières. C'est elle qui tient les cordons de la bourse. Donc il reste un peu dans son giron, mais elle s'accroche à lui. C'est son but, c'est ce qu'elle veut. Elle veut le retrouver, elle veut le garder, qu'au moins ne pas perdre lui. Elle a déjà perdu un enfant, c'est déjà assez terrible, mais de perdre en plus l'amour de sa vie, c'est terrible aussi. Donc c'est pour ça que c'est son seul souhait dans cette histoire, je crois. C'est vraiment de le récupérer. Dernière séquence ce matin dans ce Brésil de couleur 3 autour de ce film L'Instant Infini de Douglas Beer. Un film sur le deuil impossible d'un enfant, sur un couple qui explose en plein vol. Mais au-delà de ça, le scénariste-réalisateur a eu l'excellente idée d'aller taquiner l'intrigue policière. Un secret est en effet enterré dans le jardin, il est déterré, et quand il remonte à la surface, il pourrait conduire à l'emprisonnement du détenteur de ce secret. Là où Douglas Beer fait preuve de malice, c'est qu'il évite soigneusement de faire intervenir la police dans cette histoire, dans cette intrigue, qui vient donc relancer son film à mi-parcours. Douglas Beer. Ça, c'est mon admiration pour Hitchcock, qui disait lui-même, dès que la police intervient, ça devient un peu ennuyeux, quoi. Et je crois qu'il disait même c'est emmerdant. C'est emmerdant. Donc, je suis absolument... moi, je suis fasciné par Hitchcock, donc forcément... et puis c'est vrai que la police est un peu ennuyée, si on peut les éviter. Donc d'avoir une intrigue policière où on a des informations, puis on peut avoir la satisfaction d'être un peu entre nous en disant on est au courant, on pourrait le dire à la police si on voulait, parce qu'on a ces informations, mais on sent que dans l'histoire, elle reste confinée autour des personnages, ça ira pas plus loin, quoi. D'un point de vue purement métaphorique, c'est vraiment le secret qu'on a tous au fond de nous. Absolument, exactement, oui, c'est ça. Et il y a une manière de dire qu'une fois qu'il est déterré, au moins on peut en parler et peut-être aller de l'avant. Exactement, merci de voir ça, c'est très bien, oui. C'est ça. Mais, puisqu'on parle de métaphore, le début du film, le couple est en voiture, ils arrivent justement un peu avant d'arriver dans cette maison. La bagnole tombe en panne à cause d'une surchauffe du moteur. C'est vraiment là encore la métaphore de ce qui va arriver à ce couple, quoi. Exactement, exactement. Vous aimez bien fonctionner, justement. Oui, j'aime beaucoup ces pistes. C'est ça l'avantage du cinéma, c'est qu'on peut, avec des images, donner des pistes sur là où on veut amener le spectateur. Et très vite, on plonge dans une problématique. Ça commence de façon assez dérisoire, mais ensuite, le dérisoire va devenir très important parce qu'il faut qu'ils remplacent cette bagnole. Et ils n'ont pas d'argent. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Voilà. Donc, c'est un peu comme un effet de domino. Ça commence par un petit truc qui tombe, il fait tomber un autre, puis un autre, puis un autre, puis ça devient monstrueux. C'est un film qui parle aussi de la solitude, j'ai l'impression, par le biais de ne serait-ce que des consommateurs de camgirl, quoi, en fait. Oui, c'est vrai que c'est un peu le mal du siècle, quoi, la solitude. C'est ce que vous avez voulu montrer par ce biais-là, ou... Ben oui, ça c'est une autre piste aussi. Si on a l'impression que la maison est très isolée, on est tout seul, on a de la peine à communiquer, même à sortir de cette maison. Il n'y a pas de bus, mais ça c'est en fait c'est vrai en plus. Là où il y a cette maison, c'est vraiment comme ça. Il n'y a pas de bus pour pouvoir aller en Suisse. Depuis là, si on n'a pas de bagnole, c'est vraiment très difficile. Et comme le personnage, il doit marcher 20 minutes au moins pour aller quelque part, et même plus. Donc c'est cette impression d'isolation où fait partie de cette histoire sûrement. Vous avez tourné où en fait? À Fégère, c'est un petit village au-dessus de Saint-Julien. D'accord. C'est dans la région genevoise. C'est sur la route d'Annecy. Quand on part depuis Genève, on va en direction d'Annecy par l'autoroute, mais
c'est un tout petit village qui est pas mal. C'est à 20 minutes de Genève. Ouais. Pour nous, c'était très pratique. Ouais. Parce que l'équipe était suisse. Ils n'avaient même pas besoin de dormir, pas d'hôtel. J'ai pas dépensé une nuit d'hôtel pour personne. Ça, c'était bien. Et puis, ça donne quand même l'impression, à l'image, je crois, d'être très isolé, alors que ça l'est pas du tout, en fait. Ouais. C'est même une maison de village. D'accord. Ouais. Okay. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce tournage-là, de cette expérience-là, Jennifer ? Moi, j'ai vraiment aimé le fait de pouvoir travailler en amont le personnage avec le réalisateur, avec le chef opérateur, avec mon partenaire. Parce que c'est vraiment pas toujours le cas au cinéma d'avoir autant de temps de répétition. Et voilà, c'était vraiment nécessaire parce qu'avec si peu de jours de tournage, il fallait qu'on soit prêt et qu'on ait décortiqué chaque scène. Mais ça, c'était vraiment... Enfin, pour moi, c'était un vrai plaisir parce que c'était presque le même processus de travail qu'au théâtre, mais au cinéma. Et du coup, c'était génial de pouvoir mixer les deux méthodes, de travail. J'ai rencontré des gens super sur ce tournage. Je remercie Damien n'est pas avec nous parce qu'il est au Mexique, donc on est un peu loin pour faire aller-retour. Mais on pense à lui et ça a été vraiment un plaisir de jouer avec lui. Ouais. Parce que c'est un bosseur et tous les soirs après des grosses journées de tournage qu'on faisait, on travaillait les scènes du lendemain. Ensemble, on répétait. Je vous remercie encore. Tous les soirs, on prenait le texte et après, les conditions étaient sympas. On allait se mettre sur le transat dans le jardin et on bossait au soleil les scènes du lendemain avec un petit apéro. Il y avait pire. Mais le fait est que c'était vraiment ça, c'était super de l'avoir lui parce que c'est lui qui nous disait allez, on prend le texte, on bosse. Et puis on refaisait jusqu'à ce que ce soit fluide, naturel, que ça marche entre nous. Et ça, c'était vraiment hyper agréable. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait l'impression que ce soit un couple. Ouais, il fallait qu'il y ait une complicité, même si effectivement à ce moment-là ils sont. Ouais. Oui, il fallait qu'on sente quand même quelque chose, un vrai lien entre eux, quoi. Oui, vous êtes bien entendu, ça c'est pour moi un avantage, bien sûr. D'où l'importance du casting, on disait au début. Oui, alors mais j'ai eu une chance incroyable, pas seulement avec le casting, mais avec l'équipe technique aussi. J'ai très bien entendu. Ils étaient formidables. J'ai eu une chance, vraiment. Il faut compter un peu sur la chance quand même, parce que il y a des personnes que j'ai contactées tard, que j'ai eu assez tard, mais qui ont accepté heureusement. Et on était très soudés. On était une petite équipe, une quinzaine de personnes à peu près. Mais là, heureusement que les conditions étaient hyper favorable parce qu'on s'entendait si bien. Bon, le fait qu'on ait été... Un autre avantage du huis clos dans cette ferme, c'est qu'elle est agréable. C'est un endroit... Puis on n'a pas besoin de déménager, de sortir, on perd beaucoup de temps, c'est stressant. Là, il n'y avait pas de stress, on était vraiment dans cette ferme, confortable. Ça me fait penser presque à un atelier de théâtral, quoi, quelque part. Complètement. Comme une résidence, ouais. Une résidence, voilà, je cherchais le terme. Une résidence, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça, c'était hyper confortable. Ah oui. Entre les prises, moi, je pouvais aller dans ma chambre, bosser ou me reposer ou faire ce que je... Enfin, c'est vrai qu'on était comme à la maison, quoi. Ça, c'était... Ouais, c'était pas mal. C'est rare, c'était vraiment agréable, vraiment appréciable. Bah, du coup, ça instaure un rapport de confiance et j'imagine que pour certaines scènes, je pense tout de suite aux scènes de jouissance, justement, vous avez besoin de cette confiance-là. Oui, mais pour ça, l'équipe était vraiment géniale parce que, évidemment, pendant ces scènes-là, tout le monde sortait, le combo était à l'extérieur dans une autre pièce et restait que les techniciens nécessaires, quoi, le cadreur et l'ingénieur du son. Et qui était vraiment très marrant. C'est même moi qui détendais un peu l'atmosphère parce qu'ils étaient très discrets, ils n'osaient rien dire. Il y avait une gêne, quoi, j'imagine. Oui, mais il y avait un vrai respect, quoi, qui était pas mal instauré par Mireille, la première assistante. Mireille Morose. Qui était vraiment, géniale. Elle est géniale, Mireille. Donc pour moi, ça m'a permis de me sentir à l'aise avec. Et puis c'était une petite équipe, on se connaissait tous, on avait eu le temps de faire connaissance avant le tournage. Tu l'as fait ? Tu veux savoir quoi ? Si je me suis branlée en public, je me suis inscrite. Sous le nom de Lamia. T'as trouvé ça où ? C'est dans la mythologie. Tu sais combien j'ai gagné ? J'ai gagné un jeton. Au moment où ça se tourne, on sait qu'il y a de la bienveillance de partout. Voilà, il y a une confiance mutuelle. Mais après, quand on voit sur l'écran qu'il y a des réactions de spectateurs, dans quel état d'esprit vous êtes là ? Ça, honnêtement, je sais pas encore. Moi, j'ai pas de problème à voir le film et je suis très contente de ce qu'on a, de ce que Douglas a fait. Après, j'ai toujours pas montré ce film à ma famille, par exemple. Ah non, ils l'ont pas vu ? Non.
Mais bon, ça c'est d'autres problèmes. Je l'ai pas montré à mon père, je sais pas encore comment je vais lui montrer. Parce que parfois ma famille est pas dans ce métier. Donc la distance se fait pas entre le personnage et leur enfant, quoi. Pour moi, c'est la même personne. Mais il y a beaucoup de gens dans le public qui sont comme ça aussi, qui confondent les personnes, les personnages, machin. Oui, après non, ça avec les spectateurs, ça me pose pas de problème. Et puis pour le coup, pour moi, c'est très clair que c'est un rôle et qu'on défende un personnage, des idées, des questionnements. Donc ça, pour moi, c'est pas un problème. Après, avec les gens plus proches de mon entourage, interviennent d'autres problèmes. Mais sinon, je suis très contente de ce rôle. Vous avez retourné d'autres choses depuis ? Il y a eu l'âge d'or derrière, donc forcément. Mais entre-temps, il y a eu l'âge d'or. Là, il y a un film qui va sortir, je sais. On l'a tourné là en octobre-novembre. Un film de Stanley Woodward qui s'appelle Voir le jour, qui va peut-être sortir d'ici la fin de l'année, mais je sais pas exactement encore. Il n'y a pas de date annoncée encore pour l'instant, c'est en montage. Et sinon, je suis au théâtre. Au théâtre. Ouais. Cette année, au Théâtre 13 à Paris. Ouais. Et dans les Pyrénées pour le festival de Gavarnie qui a lieu en juillet-août, un magnifique festival dans un cirque dans les montagnes. D'accord. Et vous jouez quoi ? Au festival de Gavarnie, c'est une adaptation de Don Quichotte de Cervantes. Ouais. L'émission s'appelle Brasil. Justement, donc je parle de Brasil, Don Quichotte, mais Terry Gilliam entre-temps. Je pense que ça va être un magnifique spectacle à mon avis. On a commencé à travailler là. Et l'autre pièce s'appelle Danser à la Lunaza, qui est une pièce irlandaise d'un auteur qui s'appelle Brian Friel. D'accord. Voilà. Okay. Vous, Douglas, vous êtes reparti sur autre chose ? Oui, je travaille sur un scénario anglais qui se passe à New York, qui s'appelle The Deep Backup. C'est un film de science-fiction qui se passe dans un futur proche. C'est un thriller de science-fiction. Ça a à voir avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et tous les grands changements qu'on va vivre prochainement. La connerie artificielle, ça doit penser. Ça a à voir avec le sujet de l'exclusion. Il y a beaucoup de gens qui vont être exclus de notre société, de la société. Il y a des chances, et c'est de nouveau un personnage féminin principal qui connaît ses propres problématiques. Là, ce sera encore plus métaphorique, je dirais. C'est bien l'histoire d'une jeune femme, mais avec des répercussions, on peut dire, universelles, vraiment mondiales. Alors, pour l'instant, on est sur l'instant infini. Le film est sorti en salle. C'était pas le titre de base, je crois. Non, le titre de base, c'était Alors, on s'est beaucoup posé la question pendant le tournage. On cherchait un nouveau titre, parce que c'était nul, le titre. D'origine, ça s'appelait Toxicose. D'accord. Pour moi, ça avait à voir avec Psychose. De nouveau, ma fascination pour Hitchcock. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec Psychose. Psychose, c'est beaucoup mieux. C'était nul. Toxico. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ce titre. C'était drôle parce qu'on a tous brainstormé sur le tournage pour trouver un titre pendant le tournage. Tout le monde a proposé. C'était très marrant. Tout le monde trouvait ça vraiment tellement nul. Il y a eu putain de camion comme proposition à un moment. Femme en flamme, un truc comme ça. Non. C'était très drôle. Mais c'est le principe du brainstorming. On met tout sur la table et voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on a retenu l'instant infini ? Alors, l'instant infini, c'est cette idée que vit le personnage, de revivre en boucle quelque chose. Alors, c'était d'abord Mary's Loop en anglais, la boucle de Marie. Et puis je trouvais pas terrible non plus Mary's Loop finalement. Mais c'est le loop qui m'a mis un peu la puce à l'oreille pour l'idée de répétition d'un moment. Et ce moment d'instant qui se répète constamment, ce que vit ce personnage. Et comment elle interrompt avec son addiction à la masturbation. Cette boucle, ça me paraissait bien, l'instant infini. Puis en anglais, là je l'ai changé aussi, The Infinite Moment. Ça me paraissait pas mal aussi. Jennifer Riway et Douglas Beer à propos de l'instant infini. Le film est actuellement visible au cinéma.